sur papier, on perdait 90% de nos revenus. 90% des revenus, là, c'était des revenus qui venaient des cinémas ou autres attractions commerciales de divertissement. Il y avait 2 décisions importantes d'affaires qui avaient commencé à être prises un petit peu avant, qui ont été pertinentes. Donc, mon évaluation était que D-Box était diffus dans plein de segments de marché. Donc, il y avait, je pensais, une dispersion commerciale. Et deuxièmement, où est-ce que tu es mauditement bon? Sébastien Mailloux, tu es le président de D-Box Technologies, une entreprise innovante spécialisée dans les technologies haptiques. Sous ta direction, D-Box a connu une transformation remarquable, devenant un leader mondial dans les expériences immersives pour le cinéma, le jeu vidéo et les simulateurs professionnels. Avec plus de 26 ans d'existence, l'entreprise enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars, des profits trimestriels records et une présence dans plus de 40 pays également. Cette croissance impressionnante s'appuie sur des partenariats avec les plus grandes chaînes de cinéma et les avancées technologiques continuent. Sébastien, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine, très content d'être ici et de pouvoir passer à travers tes griffes. Oui, puis Sébastien, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre auditoire qui vont connaître D-Box parce qu'ils sont allés récemment peut-être au cinéma, ils ont vu le nom de votre organisation, mais peut-être que tu pourrais prendre un petit peu de temps pour bien expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien, parce que comme je l'ai mentionné, vous êtes en affaires depuis 26 ans, vous êtes un leader mondial dans votre catégorie. Je pense que ça serait intéressant qu'on prenne un peu de temps pour bien expliquer ce que vous faites. Oui, effectivement. Puis lorsqu'on utilise le terme haptique, si on peut dire comme ça, là, c'est quelque chose, autrement dit, qui est pas familier pour les gens. Fait que de façon très simple, et on va prendre des exemples. Donc, dans la vie, les gens consomment des expériences. On regarde la TV, on va au cinéma, on va aller dans des musées. Et traditionnellement, de la façon qu'on consommait les expériences, on peut même penser, on va prendre une analogie avec la télévision, oui. Donc, on voit une image et on entend une image. Les images ont évolué à travers le temps, de passer de noir et blanc à passer à des images en couleur. La TV s'est améliorée. Et même si on retourne en arrière, même au niveau du son, avant, il y avait du cinéma muet. Et pour faire une petite anecdote dans le domaine du cinéma, quand les gens ont passé du cinéma muet à parler les gens ont dit que ça allait déranger l'auditoire. Fait qu'on se poserait pas une question aujourd'hui si on n'avait pas de dialogue, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que D-Box fait de façon simple? C'est que D-Box vient comme mettre une nouvelle trame narrative. Donc, on vient impliquer le corps humain dans l'expérience. Donc, si, exemple, on prenait un film, vous allez le voir, vous allez l'entendre, mais nous, effectivement, on fait bouger le corps. On peut avoir des mouvements. Donc, gauche-droite, suivre une action. Il peut y avoir des vibrations, que ce serait de la musique, que on va ressentir le beat ou les cordes d'un violon, etc., ou le vent, ou effectivement l'élément de flottaison. Donc, à travers des textures, des vibrations, on implique le corps humain pour que les gens, ça rende l'expérience plus immersive, plus réaliste. Donc, c'est ce qu'on fait effectivement depuis plus de, comme tu as dit, 25 ans. D-Box, autrement dit, a parcouru plusieurs segments de marché pour montrer son expertise. L'endroit où est-ce qu'on est le plus connu probablement de par sa visibilité, les cinémas en salle, donc une quarantaine de pays, plus de 20 000 bancs. Mais également, on peut penser, on fait dans des parcs d'attractions, on est chez Universal, on fait dans des musées immersifs, on fait de la course professionnelle, autrement dit avec des simulateurs de course, on fait de la simulation de machinerie industrielle, d'hélicoptères, d'avions, de militaires. Donc, à chaque fois, D-Box, on se connecte à un contenu et on vit l'expérience le plus près possible en impliquant le corps. Et ça vous permet de travailler avec les leaders mondiaux, les plus grandes entreprises. Et tu nous disais, je pense, juste avant le podcast, que tu sors d'un voyage, que tu es allé rencontrer un petit peu des leaders mondiaux au sud de la frontière, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, ce qui est quand même fascinant. Donc, D-Box est vraiment le leader mondial. Donc, dans cette expertise-là de pointe, on peut dire autrement dit, D-Box est vraiment leader mondial. Mais bien sûr, si on parle d'exemple cinéma, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est certain que nous, si on veut, on va dire coder un film ou mettre notre trame haptique sur un film, on doit avoir les films en avance. Donc, on travaille avec Disney, Universal, Paramount, donc tous les grands studios travaillent de ce côté-là. Si on travaille dans des simulateurs d'auto, on a une entente avec la F1, on travaille avec Mercedes, on travaille avec Porsche. Donc, effectivement, on est un petit joueur innovant vraiment notre tête qui joue avec, on dit, we're playing with the big guys. Donc, on fait avec ces joueurs-là. Donc, autant ça met des défis opérationnels, mais c'est vraiment fascinant de pouvoir s'associer à des joueurs de ce calibre-là et faire des aventures ensemble. Vous êtes le gros poisson dans une petite niche. C'est ça un petit peu que je comprends de votre organisation, là. Oui, puis en même temps, ce qu'il faut voir autrement dit, c'est l'expertise. Donc, on va faire un exemple. Dans une voiture, exemple, nous autres, voiture, c'est un moteur. Les gens peuvent faire une voiture. Il y a quelqu'un qui va faire une voiture, mais il y en a qui vont fournir le moteur, il y en a qui vont fournir les pneus, etc.
Les autres D-Box, effectivement, c'est comme si dans une voiture, on fournissait le moteur, donc le moteur haptique. Donc, on se concentre sur une expertise de pointe. On est encore là les leaders. C'est pour ça qu'on travaille avec ces gens-là. On travaille avec une compagnie de 100 employés de Longueuil, alors qu'ils sont des milliers, des centaines de milliers d'employés. Et on se concentre à être le meilleur dans ce qu'on fait à travers la planète. Et c'est pour ça que les gens continuent à travailler avec nous et travailler avec nous malgré notre petite taille. Ben, c'est la force de la spécialisation. Et c'est tout à votre honneur d'avoir gardé ce focus. 25, bientôt 26 ans en 2025. Donc, c'est assez exceptionnel tout ça. Bon, Sébastien, ce qui est important pour les gens qui nous écoutent de comprendre, c'est que tu es dans l'organisation depuis 2015 maintenant, donc un petit peu plus de 9 ans que tu es à l'intérieur de l'organisation. Mais avant ça, tu as eu quand même une carrière assez intéressante. Tu as gravi les échelons dans d'autres organisations. Celle qui me vient en tête ici, c'est le groupe Carreau Serragret. J'espère que je le prononce bien. Où est-ce que tu as passé 5-6 ans là-bas, tu as monté les échelons, tu es devenu directeur et ultimement dirigeant vraiment de cette entreprise. Peut-être avant qu'on parle de D-Box et que tu nous dises comment tu as intégré l'entreprise, parle-nous un petit peu de tes premières expériences avec le groupe Carreau Serragret. Comment que ça t'a formé? Qu'est-ce que ça t'a aidé? Également, qu'est-ce qui t'a donné peut-être même l'ambition ou plutôt l'envie d'aller voir pour une autre entreprise par la suite? Oui, puis je vais faire, tu me permets, un très court retour avant Serragret, mais on va se concentrer sur Serragret où est-ce qu'il y a un pivot. Donc, je fais ce que je vais, pour aller très loin. Avant, j'ai étudié pour aller en médecine ou en administration. Il n'y a aucun lien entre les deux. Puis à ce moment-là, puis la raison que l'administration m'intéressait, c'est vraiment, j'avais commencé à lire des biographies, puis j'étais toujours émerveillé par les gens qui avaient construit des compagnies. Fait que j'ai fait des examens. Laquelle biographie que tu as aimée? Il y en a, j'en ai regardé, là, je prends à travers les années, celle de Phil Knight. J'aime beaucoup les biographies des entrepreneurs, de montrer qu'un parcours n'est pas linéaire, tous les défis qu'ils ont eu, parce qu'on regarde souvent le résultat des quelques compagnies gagnantes. Donc, ce soit celui de sur Knight, Show Dog, autrement dit, j'ai celle de Créativité sur Pixar qui est intéressant. Steve Jobs également, j'ai lu celle de Disney, donc beaucoup aux alentours de la créativité. Celle sur Netflix aussi, No Rules, avec Reed Hastings, autrement dit. Donc, plusieurs biographies, mais à travers ça, on voit toujours l'image fantastique, mais tu vois les défis qu'ils ont passés à travers. Certains sont passés sur le bord de la faillite plusieurs fois, mais on regarde vraiment juste sur le piédestal. Fait que c'est tout ça qui a parti. J'ai décidé de ne pas aller en médecine. J'avais été choisi pour aller en médecine. J'ai décidé de ne pas aller en médecine pour me dire, à un moment donné, je vais aller aider des compagnies à grandir. Donc, et là, je me lance le temps. Donc, mes premières phases ont été vraiment d'aller faire du travail technique dans les bureaux de consultation, faire de la fusion d'entreprise, de la fiscalité, de la comptabilité, comprendre des chiffres. Ça, c'était le premier. Après ça, aller remplir le coffre à outils d'expertise technique, et ce qui m'a amené à faire quelques entreprises technologiques. Et oui, Antoine, tantôt, tu demandais groupe Carreau Serragret. Donc, mon parcours a été beaucoup relié sur des compagnies en forte croissance qui devaient se transformer rapidement, beaucoup d'innovation. Et l'exception, mais que j'ai adoré, qui était Groupe Carreau Serragret, parce qu'effectivement, c'est une entreprise de céramique. Là. On est loin de l'innovation, on est loin de la créativité. Mais à ce moment-là, j'avais une discussion avec Guy Gervais, qui était le propriétaire. Et ce qui était, et même si on était dans le domaine souvent céramique, on a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Mais c'est une entreprise qui était très innovante à sa façon. Donc, oui, c'était un distributeur et c'est une entreprise qui était une présence Québec Inc. Et lorsque j'ai parlé avec Guy Gervais, il était rendu à un moment de sa vie à la tournée de dire qu'est-ce qu'il fait avec l'organisation, est-ce qu'elle grandit, elle regarde comme ça. Et on a décidé effectivement de la prendre une compagnie québécoise et de la faire grandir à l'échelle canadienne. Donc, c'est encore là de voir où est-ce qu'il était bon Serragret et de se concentrer sur 2 segments de marché. Un, effectivement, donc, on a fait des ouvertures, donc, c'est en Québec, en Ontario, en Ottawa, dans le Maritime pour donner une notion canadienne et être capable d'aller chercher des contrats plus importants. Donc, c'est une notion de diversification géographique et aussi un élément de diversification de produits. Donc, Serragret était relié dans le domaine de la céramique, mais bien sûr, lorsqu'on fait un projet de rénovation, souvent, c'est la salle de bain, le salon, les éléments qui sont comme ça. Fait qu'on est aussi diversifié en étant dans les comptoirs, donc en rentrant dans toute la fabrication et la transformation de comptoirs. Et on a aussi acheté des entreprises, donc comme Marianne Les Bains, donc tout ce qui est de la plomberie et les produits qui viennent autour pour augmenter la vente moyenne. Fait que ça a été un très, très beau parcours dans lequel, effectivement, Antoine, c'est là que je suis rentré dans un technicien opérateur qui avait géré des entreprises, mais de passer d'un rôle plus, disons, financier opération avec des discussions, Guy voulait se concentrer sur certains éléments, piloter l'ensemble de la transformation de l'entreprise. Donc,
ça va être quoi le plan stratégique, rentrer les nouveaux gens, faire des acquisitions, gérer l'ensemble, vente, marketing, etc. Et aussi, donc tout ça. Fait que c'était un beau tremplin. Donc, dans la vie, il y a des opportunités, des choses qu'on vient utiliser notre coffre à outils, puis en même temps, comme ça arrive toujours, il y a des expériences qui se passent comme ça, puis on apprend des nouveautés. Fait que ça a été une belle transformation. Pas dans l'innovation, mais il y avait beaucoup de créativité et d'innovation dans ce passage-là de 6 ans chez Seragref. Et j'aimerais peut-être revenir sur des points que tu as mentionnés. Tu es arrivé à un moment où est-ce que sur la table, tu voyais une expansion canadienne qui pouvait s'installer avec l'organisation, également une expansion au niveau des différentes lignes de produits. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter sur le podcast, Sébastien, qui sont des entrepreneurs, qui veulent croître leur organisation. Et à un certain point, peut-être, ils atteignent un plafond de verre à l'intérieur même de la province. Si tu avais à nous ramener un petit peu avec l'expansion de Seragref sur ce que vous avez fait sur, à mon avis, ce qu'on nomme le ROC, le Rest of Canada, qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre cette expansion-là? Est-ce que c'est venu à même le groupe? Est-ce que c'est venu grâce peut-être aux acquisitions que tu as mentionnées ou est-ce que vous êtes allé acheter des joueurs locaux dans différentes provinces? Comment vous avez mis ça en place? C'est un bon point. Je pense que pour parler de Seragref et de beaucoup d'endroits, je dirais souvent, on dit pas des fois, on parle des plafonds de verre, mais souvent, des fois, les entreprises, c'est un peu normal parce qu'à travers un être humain qui a une croissance, tu passes par l'adolescence, puis c'est normal des fois qu'on se recherche plus. Puis des fois, recherche plus, c'est que on hésite, des fois, on peut dire, bon, on veut-tu grandir, on veut. Puis une des choses qui s'est passée avec Seragref, quand j'arrive souvent dans une organisation, c'est comme il y a un point de réflexion. Ça ne veut pas dire que l'organisation va pas bien. Ça ne veut pas dire que les éléments qui sont ça, mais la réflexion, à le fond, c'est aussi simple que qu'est-ce qui est le futur? Où est-ce qu'on veut aller? Puis c'est une question qui est très simple. Si une organisation dit comme Seragref, bon, parfait. Quand j'étais avec Guy, je me souviens, lui, il avait quand même, à ce moment-là, je vais dire, quinzaine, presque une vingtaine d'années qu'il avait l'organisation. Quand même. Il avait fait de la croissance. Puis des fois, à un moment donné, c'est normal quand des fois, il peut y avoir une lassitude. Là, j'ai tout fait ça, mais what is next? Puis des fois, quand on dit, j'aimerais ça grandir, mais des fois, il y en a qui vont dire, ouais, mais je suis pas sûr que j'ai la bonne équipe. Tu sais, souvent, quand on hésite, c'est qu'il y a plein d'interrogations. Fait que le point qui s'est mis à ce moment-là, puis moi, c'est toujours pour régler le quoi avant le comment, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Guy était le propriétaire dirigeant, donc effectivement, c'est avec lui. Avant de répondre à comment on allait le faire, c'est le quoi. Là. Si tu définis pas... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là? Après ça, de dire si tu fais une acquisition, on embauche des gens, c'est relié à ça. Puis je me souviens avec Guy, comme un entrepreneur, on allait, les discussions qui ont amené à ça, c'est pas juste un vendredi, tu te lèves à 9 h, puis on jase ce qui c'est arrivé. Je me souviens, on est allé dîner sur Laurier dans un restaurant qui allait. Puis dans toute la journée, on est parti après faire marcher, puis à jaser, on est descendu jusque dans le Vieux-Port à pied. Puis on est remonté sur le Mont-Royal, puis on est revenu pendant une journée de 8 heures de match. Puis on en a fait comme 2-3 comme ça. Puis effectivement, de pouvoir établir qu'il avait dit, moi, Sébastien, si on se fait un plan de match, j'ai vraiment le goût, je suis un entrepreneur, de passer au prochain niveau. Je pense que dans mon créneau au Québec, outre que si on se diversifie de produits, je pense que je suis le joueur principal. Fait que la croissance, donc si tu veux de la croissance, ça passerait par plus de produits au Québec et une diversification géographique. Et effectivement, si on voulait avoir des plus gros contrats, si tu veux avoir, par exemple, un contrat canadien pour une grosse chaîne ou un Carbon Léo, là, les gens, on veut avoir au moins Ontario et Québec pour être capable, de bider ou de pouvoir se soumettre sur des contrats plus importants. C'est passé d'un désir de croissance qui impliquait à un moment donné un désir. On va dire, si on investit, les prochaines années vont être moins rentables avant qu'on vienne plus rentable et tu es prêt à mettre de l'argent de ta poche. Donc, les discussions financières. Après ça, es-tu prêt à ce qu'on transforme l'organisation, donc garder les effectifs, mais il y en a qui restent de changer parce que tout le monde n'accompagne pas le bateau. C'est des questions simples. On dit, ben oui, mais dans la vraie vie, ça se peut que telle personne que t'aimes, elle sera plus là. T'sais. Mais souvent, on le dit, c'est-à-dire qu'un certain groupe d'employés est capable de t'amener à un stade, mais pour aller à l'autre stade, il faut que tu revoies un petit peu ta dynamique. Est-ce que toi, de ton côté, c'est à un certain point, quand tu as ces discussions-là avec Guy, qui est, je pense, le propriétaire entrepreneur de l'époque chez Seragref, est-ce que tu sens que, oui, il a envie de le faire, mais il veut que ça vienne de toi? Il veut qu'il y ait un petit peu un entrepreneur dans l'organisation qui dise, écoute, je suis prêt à mettre l'argent sur la table, je suis prêt à prendre des risques, mais je ne sais pas si j'ai encore l'énergie pour aller à l'autre niveau. Toi, tu sembles l'avoir. Est-ce que c'était cette dynamique-là qui s'installait entre vous deux? Ben, je pense que c'est vrai parce que ça génère plein de discussions. Puis ultimement, comme des fois, il y en a, j'ai dit d'entrepreneur, un entrepreneur qui part à zéro. Tu sais, en général, souvent, il a gambler, pas gambler, mais tu comprends, il a risqué sa compagnie. Puis là, maintenant, il l'a monté à 10 millions. Fait que, tu sais, dans le fond, les gros risques, il les a pris. Mais quand quelqu'un
quand quelqu'un dit après ça, je passe de 10 à 20, c'est comme les chiffres sont plus gros. Fait que des fois, ça peut être où est-ce qu'on est rendu dans notre âge. Tu sais, des fois, quand tu étais prêt à risquer à 25, 30 ans, mais tu es moins prêt à risquer à 45 ans. Des fois, c'est que les chiffres sont plus gros, donc la débarque est plus grosse. Des fois, c'est juste, si je prends une débarque sur l'ego, tu sais, j'ai réussi, mais mettons que je n'ai pas la prochaine étape. Fait en droit de toutes ces discussions-là, je dis, il n'y a rien de... Il y a du cartésien là-dedans, mais il n'y a rien de cartésien ultimement. Fait que oui, je pense que l'équilibre de tout ça, effectivement, c'était... Lui, il avait vraiment un intérêt de grandir. En discutant plus, puis en jasant, bon, ça donne la confiance. Donc, en partageant le fardeau avec quelqu'un d'autre, tu te sens plus deux dans la barque. Puis même après ça, quand on s'est entendu à deux, il a dit, on va s'entendre avec notre équipe de direction. Parce qu'on est deux qui veulent aller à droite. L'équipe de direction ne veut pas aller dans ce projet-là qui va être stimulant mais challengeant. Fait que ça aussi, après ça, c'est comme une boule de neige. Hein? Tu commences un petit peu, ça t'amène un petit peu, puis après ça, tu mets une gang, puis tu espères que la gang va amener l'autre gang. Mais oui, c'est pour ça que c'est de l'art, puis à chaque personne, parce que c'est de l'humain, là, autrement. Il y a du financier là-dedans, mais il y a beaucoup d'humains. Bien sûr. Tu rentres donc dans l'organisation VP, finance au départ. Tu t'occupes bien entendu, de la dynamique qui se passe au niveau finance. Tu es également, je pense, directeur général très, très rapidement. Et tu deviens chef de la direction en 2014. Est-ce qu'à un certain point, il t'a juste dit, c'est ta vision, c'est toi qui suis le tout, c'est toi qui dirige le bateau? Bien, je pense qu'on a eu une belle collaboration parce que même s'il y a eu des changements de titre, si je prends le secrétaire général de CEO, donc Guy s'occupait de certains éléments-là, mais il voulait aussi quelqu'un comme directeur général ou CEO, peu importe le titre, qui allait piloter au DOT. C'était plus un visionnaire, donc il était moins intéressé à être dans le day-to-day. Fait que, donc, je pense que c'est comme un certain mariage que tu te fais, puis tu essaies de te rester aligné. Puis oui, des fois, on avait des discussions comme n'importe quoi, puis des défis. Puis ça s'est fait. Puis ça lui a permis aussi de pouvoir exercer sa vision à distance. Et on se cachera pas, Antoine. Hein? Tu sais, quand tu fais une transformation, là, tout le monde voudrait que ça aille bien tout le temps. Fait que quand ça va bien, c'est facile. Quand ça aille bien, d'avoir des gros sourires. Puis des fois, il va y avoir des défis qui soient humains ou financiers. Fait que là, c'est là qu'on voit si le couple est fort. Puis là, des discussions. Fait que oui, ça fait j'appellerais ça prend quand même une grande ouverture aussi. C'est quand même sa compagnie. Là. C'est lui qui allait à risque si ça fonctionnait pas, comme la majorité de tous les entrepreneurs, là, comme dit, qui viennent sur ton nom ou qui écoutent. Là. On est toujours il y a toujours un risque à tous les jours. Mais ça a été, je pense que ça a été ça. Fait que c'est des phases aussi. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'entends sur un plan, ça va faire 4, 5, 6 ans, c'est correct que tu te rassois à la table plusieurs années après parce que tout le monde a vieilli, l'économie a changé, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que ça a été un bel accompagnement. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs un beau parcours. Parler, je pense que c'est autrement dit. Puis, it's the journey, hein? It's not about the result, it's the journey. C'est ce qui crée le plus de bonheur et le plus de plaisir. C'est bien entendu, c'est assez exceptionnel d'atteindre des objectifs qu'on s'est donnés. On célèbre, mais très rapidement, on se relève puis on dit, bon, c'est quoi le prochain objectif? Et le plaisir, bien entendu, se fait à l'intérieur de ce processus. Parlant du processus, donc, directeur général, chef de la direction, un mariage peut-être entre un visionnaire et un intégrateur, peut-être qui s'occupe davantage des opérations de l'entreprise. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le résumer ici. Malgré tout, en 2015, tu quittes l'organisation. Tu es quand même resté, je crois, plus de 6 ans à l'intérieur même de cette entreprise. Souvent, quand des gens vont quitter les organisations, c'est soit qu'on a envie, soit qu'une autre organisation est venue cogner à nos portes et essayer de nous séduire. Comment ça s'est déroulé avec D-Box? Comment ton entrée s'est faite à l'intérieur de l'entreprise? C'est drôle. Donc, Claude McMaster, qui était le CEO à ce moment-là, on s'était connus en début des années 2000 quand j'étais dans le milieu de la consultation. Fait qu'on avait fait quelques mandats ensemble. Là, je vais me tromper. Donc début 2000. Ensuite de ça, en 2010, là, j'arrondis, je ne me souviens pas exactement, il m'avait approché pour aller chez D-Box. J'avais dit non. J'étais dans un autre... entre 2008 et 2010, il m'avait appelé. Puis pas le bon timing. Je trouvais le produit vraiment intéressant. Mais disons, à ce moment-là, je trouvais que maturité de la société ou c'était quoi le plan de match qui était expliqué là, je trouvais qu'il manquait des morceaux. Donc, en 2015, moi qui pensais après Serragret de prendre... je dis, bon, je vais réfléchir, c'est quoi mon prochain projet? Ben, j'ai fini le vendredi, puis le mardi, 2 jours après, je déjeunais avec Claude. Fait que j'ai juste, quand on va juste bonjour, c'est tout le monde, je quitte Serragret, je tiendrai au courant de mes projets. Fait que, on a eu une discussion, fait que c'est un peu comme ça, et le bout qu'on est rentré, donc Claude, effectivement, c'est un gestionnaire,
avocat de formation, c'est un ingénieur aussi, donc il a été joint à l'organisation, mais lui j'appellerais ça à sa façon un autre pivot. Donc, quand je l'ai rencontré, on se connaissait un peu, là, on n'était pas proches, mais on se connaissait quand même un peu professionnellement. Il m'a dit, bon, Sébastien, moi, présentement, je pense à ce moment-là, ça fait 15 ans que j'étais dans l'organisation. Il dit, là, j'ai besoin, j'ai un besoin. Il dit, j'ai aucun poste. Je dis, excuse-moi, Sébastien, j'ai aucun poste d'ouvert, là, j'ai rien, là, mais j'ai deux besoins et demi. Je dis, il dit, lorsque je fais mon développement d'affaires sur la planète, le financement, etc., j'aurais besoin de partenaires. Donc, il y avait quelqu'un responsable des finances, mais qui se concentrait sur les états financiers et la gouvernance. Donc, il dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'accélération, Puis deuxièmement, il dit, là, je veux pas, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, je veux plus gérer l'organisation, je veux me concentrer sur le développement d'affaires, les clients, etc. Fait que ça, c'est les deux raisons. Puis la troisième chose, il dit, ben, si je me fais frapper dans un train, je voudrais quelqu'un éventuellement qui peut me piloter à l'interne. Fait qu'il n'y avait pas de question de prendre la position de CEO, etc. C'était vraiment le contexte. Fait que je suis rentré là, fait que c'est comme ça qu'on s'est parlé, malgré que je voulais prendre un petit peu plus de repos entre des opportunités. Mais la longue histoire courte, c'est qu'il m'a dit, regarde, Sébastien, j'ai pas de titre, je vais t'inventer un titre, là. Puis tu vas rentrer, c'est pour ça que j'ai changé 3 ou 4 fois de titre. Je vais t'inviter. VP Alliance stratégique. Et tu laisses venir là, tu vas avoir 0 personnes à gérer. J'avais 0 individu à gérer. Quel bonheur. Donc, quel bonheur. Et ça donnait du temps. Tu vas venir, tu vas regarder le plan stratégique, tu vas prendre le temps de jaser avec les gens, tu vas faire le ménage un peu, faire ta lecture. Fait que c'est comme ça que je suis rentré dans l'organisation, vraiment, pour commencer à travailler avec Claude, avec un besoin qui était là, qui était aligné avec le conseil d'administration, qui leur avait dit, Claude, ben, tu te concentres là-dessus, ça te prendrait vraiment quelqu'un qui va intégrer tout ça. Fait que c'est comme ça que je suis quand même un geste de confiance, là. Oui, puis j'avais jamais fait de public, j'avais jamais fait vraiment d'international. Je l'avais fait à travers la consultation, mais pas en gestionnaire international. J'avais fait du canadien. Fait qu'effectivement, on est là. Fait qu'on connaissait un peu, mais oui, ça a été là. Fait qu'il dit, rentrer, puis dans ce temps-là, ben, tu dis, OK, on va rentrer là. Moi un titre. C'est quoi ma description de poste? Tu vas essayer figure it out. Fait qu'on est rentré comme ça. Donc, pas très entrepreneurial, mais oui, ça a été un bon geste de confiance. On a eu un beau parcours de 5 années. Fait que c'est comme ça que je suis rentré dans un rôle. Tu sais, si je mets des titres qui étaient un peu de diversification rentre, après ça, viendra notre directeur général, CEO, là, peu importe ce qu'on va dire pour intégrer tous ces éléments qui sont là. Fait que quand on a, c'est un point pivot que la compagnie a arrivé avec un certain plateau, puis fait que je rentre là-dedans dans une organisation qui a un pivot. Je suis un catalyseur de changement. Là. Le début de la boule de neige, c'est moi qui apporte. Après la boule de neige, il faut faire le bonhomme de neige. C'est bien dit, ça. C'est comme ça qu'on a parti l'aventure, puis on a eu une belle ride de 5 ans qu'on a travaillé ensemble ici. Puis j'aimerais prendre un peu un pas de recul parce que, bien entendu, on va analyser cette ride-là, comme tu le dis si bien. Mais tu as utilisé un terme que je pense qui est très intéressant et important. L'entreprise est publique et D-Box est une belle organisation, sensiblement une grande organisation, 40 millions de chiffre d'affaires, mais soyons honnêtes, de nos jours, c'est très rare qu'on va voir des organisations de cette taille rentrer sur le marché public. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à décortiquer ici pour notre audience concernant l'entrée sur le marché public de D-Box. Ça n'a pas été une émission publique classique, un IPO comme on peut voir. Je pense que c'est venu avec l'achat d'une organisation qui était déjà publique. Donc, dans le jargon, on appelle ça un RTO, Reverse Takeover. Je sais, Sébastien, que tu n'étais pas dans l'entreprise quand tout ça s'est mis en place, mais j'imagine que tu as dû faire tes devoirs quand tu es arrivé pour bien comprendre pourquoi ça s'est mis en place et comment ça s'est mis en place. Est-ce que ce serait possible peut-être pour toi de communiquer ça à notre audience pour bien les situer sur la structure de l'organisation à l'époque et qui est encore la même aujourd'hui? Oui, définitivement. Puis je vais les mettre de façon plus impartiale. On sait que dans les journaux, on va avoir plein de critiques pour public, contre public, et ça change à travers les années. Et je pense que c'est pertinent avec Matt pour l'auditoire, puis c'est un outil qui a été utilisé dans le temps. Donc, si je reprends dans pourquoi c'est arrivé, effectivement, Antoine, pour en expliquer un peu. Donc, longue histoire courte, quand D-Box était une entreprise de haut-parleurs à sa base. Là, donc, avant que ça développe ce système qu'on appelle système haptique ou système de motion. Et effectivement, quand l'entreprise a dit, ben là, on vend des haut-parleurs, il va falloir qu'on se transforme, et qu'ils ont décidé, on va inventer cette solution-là qui est le motion haptic system. Ben, il fallait se financer, comme c'était un peu normal. C'était au début des années 2000. Puis bien sûr, on parle, si on va parler pour les entrepreneurs de financer l'innovation, etc. Ben, en 2000, effectivement, si on retournait dans le temps, ça existait à peu près pas du financement. Maintenant, il y a plusieurs organisations qui vont financer du démarrage, mais ça n'existait presque pas. C'était un moment où est-ce que
les joueurs qui avaient commencé avant les Innovatech de ce monde s'étaient tous retirés. Donc, Claude, effectivement, qui était le CEO, a approché des gens, donc des investisseurs privés pour mettre de l'argent. Mais ce qui est arrivé à ce moment-là, effectivement, c'est qu'il y a un investisseur, appelons-le Antoine, pour les fins de qui a dit, ben Claude, moi, je pourrais mettre 1,5 million dans ton organisation, mais il faut que j'investisse dans les compagnies publiques. Donc, le besoin est arrivé de là. Et donc, dans le fond, si on se parle aujourd'hui et qu'on a la chance de se parler, il y en a qui vont dire, ben, ça devrait pas être public, mais c'est à cause qu'il y a eu cet événement-là, puis je revenais du reverse takeover, basé sur un actionnaire qui a dit, j'ai un intérêt pour le projet, mais dans une entreprise. Antoine, comme tu as dit, puis comme dit, donc, on parle IPO, là, puis on garde ça simple. Donc, quand les gens veulent aller public, effectivement, c'est un processus quand même assez laborieux, qui est coûteux, qui demande de développer les documents légaux, etc. Donc, il y a beaucoup de coûts. Donc, c'est pour ça, effectivement, que c'est plus pour les entreprises qui sont grandes. On appelle ça un IPO classique. Donc, on rencontre des gens, on prépare des documents, on soumet, autrement dit, comme il vient de se passer le groupe dans le retail, le Dynamite la semaine passée, autrement dit, mais là, on parle de grands joueurs. Des choses qui ont paru à travers les années, ce qu'on appelle un reverse takeover, c'est des mécanismes accélérés pour devenir public de façon... souvent, c'est pour les petites organisations. Donc, effectivement, ce qui arrive souvent, c'est que des fois, il y a une compagnie qui est déjà publique, qui peut avoir eu des opérations, qui en a plus. Donc, on va dire la coquille est encore publique, elle peut avoir des opérations encore présentes ou pas. Et qu'au lieu de faire tout le processus, autrement dit, ben, une compagnie privée va acheter la compagnie publique, la compagnie publique, et autrement dit, utiliser la coquille, donc le véhicule public pour être là. C'est souvent ça un reverse takeover, donc de devenir public en achetant, appelons ça même une coquille ou une compagnie qui est déjà publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune responsabilité, il y a des documents, mais ça fait un processus qui est beaucoup, beaucoup plus simplifié. Il y a des règles aux alentours de ça. Fait que c'est ce que le D-Box a fait. Fait qu'effectivement, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais à ce moment-là, D-Box avait quelques millions de chiffres d'affaires. Est-ce que ça devrait pas? Mais c'était les moyens. C'est des moyens qui existent selon les évolutions des marchés pour se financer selon la qualité des fois des marchés publics ou privés. Donc, c'est comme ça que D-Box. Donc, la bonne nouvelle, c'est que D-Box est en vie grâce à cet événement-là, de ce moment-là, qu'un choix qui a été pris par un entrepreneur, par Claude, pour amener un projet qui était probablement un projet impossible à le mettre possible à travers cet outil-là. Puis, important de dire, D-Box est en vie et plus que jamais. On regardait, parce que là, vous êtes une entreprise publique, donc on a accès à vos états financiers. Vous avez généré plus de 2 millions de dollars d'EBITDA au dernier trimestre, donc l'organisation va bien, vous avez des chiffres records. Et je me fais l'avocat du diable ici, Sébastien, puis j'aimerais t'entendre sur le sujet. Est-ce que, bon, bien entendu, il y a cette mécanique-là qui oblige un petit peu l'organisation à l'époque à devenir une organisation publique pour des fins de financement. On comprend le tout. Y a-t-il eu des discussions par la suite pour retourner privé? Il y a toujours des discussions, mais ce qu'il faut voir à travers ça, c'est bon, effectivement, le public a du bon et du pas bon. Donc, effectivement, donc, comme on dit, donc, on va regarder ça simple, encore là, pour du jugement. Donc, effectivement, il y a des coûts d'être public. Donc, c'est certain que c'est pour ça que les organisations qui sont publiques sont plus grosses, parce qu'effectivement, ça te coûte 1 million, 2 millions par année pour être public. C'est de l'argent que tu pourrais mettre dans tes opérations. Certains des éléments quand même de notion de public qui a été pertinent, et Antoine, tu sais, je reviens à ta question, c'est que on dit souvent qu'une entreprise, un démarrage, c'est que le public t'oblige à avoir une gouvernance ou mettre de la structure, avoir des chiffres qui sont là, se rapporter un conseil d'administration, avoir à justifier tes stratégies. Donc, oui, des fois, il y en a qui peuvent dire que c'est du trouble de négocier, mais ça met quand même une rigueur d'affaires financières, gouvernementales, qui met une crédibilité. Donc, c'est tout ça. Les discussions, Antoine, après ça, de privatiser public ou pas, effectivement, vont venir de par la taille de l'organisation, mais ce qui est important, autrement dit, d'avoir là, c'est que la compagnie trouve à travers public ou privé ou des investissements stratégiques une capacité à croître, capacité à accélérer, capacité à mettre du financement. Donc, ce que je dis, n'importe quelle compagnie, là, on parle de D-Box, n'importe quelle compagnie qui serait une petite entité publique, le marché public est moins bon présentement. Avec ce que je dis, la compagnie est publique depuis 25 ans. Mais ça fait 25 ans que des fois, on dit, t'es trop petit, mais ça fait 25 ans qu'en même temps qu'on est là, puis là, effectivement, plus la compagnie grandit, prend sa taille critique. Fait que, disons même, pour reprendre à ta question, je dirais, c'est... On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi, en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts,
Mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Vous arrivez à naviguer dans le marché public et vous arrivez à innover dans le marché public, ce qui n'est pas la réalité de tout le monde. Il y a beaucoup d'organisations qui, à un certain point, et ça s'est vu à travers les années, que c'est plus difficile d'innover maintenant, on a plus de comptes à redonner et des fois, il peut y avoir une reprivatisation qui est faite. Il y a Exfo qui est venu sur le podcast il y a quelques mois de ça, qui, entreprise privée qui était en forte croissance au début des années 2000, devient une entreprise publique. Et là, à un certain point, c'est quoi, on va redevenir privé. Donc, des fois, il peut y avoir cette dynamique-là. Et si vous, de votre côté, vous êtes capable d'innover, de changer les approches, de continuer à faire de la croissance, d'être capable d'être responsable et efficace sur votre marge de profitabilité puis de générer des dividendes aux actionnaires, à un certain point, j'imagine que la dynamique fait du sens pour vous, là. Ben, il y en a deux. Puis le mot, c'est pour voir aussi. C'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de compagnies publiques qui sont privées. Quand j'appellerais ça le dirigeant ou les dirigeants détiennent une forte pourcentage de la compagnie. Souvent, ils sont devenus publics. Effectivement. 30, 35, 40%. Donc, l'entreprise publique, ils ont encore une grosse participation, ce qui est différent de D-Box. Effectivement, ici, on a 4-5 actionnaires externes importants, mais au niveau de l'équipe de direction, le total est moins que 5%. Donc, encore là, ces processus-là qui vont souvent être générés ou gérés vont être sollicités par un individu, donc des fonds. Fait que tout ça pour dire, c'est des outils qui sont là, mais présentement, comme on dit, D-Box, notre entreprise, on est visible, on est crédible, on joint des gens mondiaux, donc ça aide aussi effectivement qu'on soit public. Et effectivement, la chose, c'est de continuer, peu importe c'est quoi les façons, de continuer une façon de développer la croissance et la profitabilité. Intéressant. Bon, on t'engage, on pourrait dire, comme bras droit de luxe. On ne sait pas exactement qu'est-ce que tu vas faire dans l'entreprise, mais on connaît tes capacités, on connaît ton potentiel et on sait que sur le long terme, ça va être un bon investissement pour l'organisation, comme de fait, ce l'est devenu. Tu gravis des échelons. Là, je ne sais pas si le titre est réel ou le titre n'est pas réel parce que, comme tu nous dis, ça bouge à travers le temps, mais à un certain point, tu deviens dirigeant de l'entreprise. À quel moment c'est devenu clair pour toi, et peut-être ça a été quelques semaines seulement avant l'annonce, que tu pouvais peut-être à un certain point obtenir la direction de cette entreprise-là? Est-ce que c'est venu plus tard dans le processus? Est-ce que c'est venu très rapidement? Comment ça s'est mis en place? Dans le fond, c'est les discussions, où est-ce que c'est revenu? Donc, en 2017, donc, je veux dire, moi, je vais partir de la date. Donc, moi, j'étais devenu président officiellement en mars 2020, au début du COVID, mais dans le fond, en 2017, donc 3 ans avant, Claude McMaster, le président, avait une discussion avec le conseil d'administration de dire qu'en 2020, donc 3 ans avant, pour préparer un peu la succession, il dit, je simplifie, je vais avoir tel âge, j'en fais 20 ans que j'étais dans l'organisation. Donc, il y avait une discussion, autrement dit, pour préparer la succession d'avance, parce qu'effectivement, on le sait, c'est toujours important de trouver une façon de faire la succession. Fait que ça, c'est quelque chose qui existait. C'était pas nécessairement la compagnie aurait pu être tendue, il aurait pu avoir un dirigeant externe, mais disons que ça existait depuis 2017, c'était même public, dans les documents publics, n'importe qui pouvait lire ça. Donc, rien de caché. Et où est-ce que c'est arrivé un peu, je dirais, en 2000, à peu près début 2019, parce qu'on commence les débuts de la discussion. Donc, on s'approchait presque à être un an de cette sortie-là. Donc,
il y a eu des discussions entre Claude et moi. Donc, à ce moment-là, on savait qu'il devait se passer quelque chose. Et Claude, dans le fond, m'a dit, je sais plus, Sébastien, donc, je veux finir dans un an riche des loups. Donc, si tu avais un intérêt pour devenir CEO, j'aimerais mieux faire une transition vers toi que d'avoir un nouveau CEO qui rentre à l'interne. Bien sûr, ça, c'était la position de Claude. Donc, en retour, il y a un boss qui s'appelle le conseil d'administration. Donc, c'est passé de cette discussion-là, autrement dit, avec Claude, à avoir une discussion avec le conseil d'administration. Parce qu'effectivement, ce qu'on avait convenu, c'est effectivement, d'avoir un changement de leadership parce qu'il était aussi, puis aussi changement de leadership veut dire aussi continuité du plan stratégique, mais changement dans le plan stratégique. Donc, ça, c'était aussi important. Donc, je pense qu'il y a une discussion, moi, qui m'a amené au conseil d'administration. Je dis, Claude, peut-être ça peut m'intéresser. Là. Fait que donc, j'ai eu une discussion avec le conseil d'administration. Alors, plus qu'une discussion, c'est pas juste une discussion, mais plus qu'une discussion. Parce que Claude, effectivement, est allé soumettre ma candidature. Puis là, je dis ça de même, puis je vais dire, mais effectivement, les premières fois, bonjour Sébastien, on va t'écouter, mais là, on va faire un processus de recrutement. Ça se peut que ce soit pas toi qui soit pris. Là, c'est comme c'est pas grave, là, vous me direz, là, si c'est quelqu'un d'autre, voulez que je reste, voulez que je parte dans 3 mois. C'est normal. Dans notre mandat, il y a des passes. Fait que longue histoire courte, j'ai expliqué mon plan de match. Ça, c'était comme fin 2019. Oui? J'ai une question pour toi, juste avant qu'on aille un petit peu plus loin sur comment ça se déroule. À ce moment-là, quand Claude vient te voir et qu'il dit « Sébastien, moi, c'est toi que j'aimerais avoir comme président », c'est quoi ta réaction? Est-ce que toi, c'est « oui, je veux le faire » Est-ce que c'est « je vais devoir y penser » Comment instinctivement, rapidement, tu réponds à Claude et comment tu te sens à ce moment-là? Votre question, mais je suis obligé de dire incluant, tantôt on parlait de Sierra Grec, que je n'ai jamais pensé / voulu être CEO d'une organisation. Il y en a qui, des fois, vont se dire, on se met des milestones. Là. Donc, moi, c'est toujours la même chose. Ça a toujours été, je veux aider des entreprises à grandir. Je veux faire partie d'une équipe de direction, ça, c'est clair. Je veux vivre de mes décisions, puis etc. Mais le titre n'a pas vraiment été ça. Donc, et pour me mettre le plus à ce moment-là que tu me poses, Antoine, autrement dit, c'était comme, quelque chose, c'est ça, je vais les rencontrer, puis s'ils aiment ce que j'ai à dire, ils aimeront, ils diront que oui. Pourra. Ils diront que pourra. Fait que c'est certain que, dans un sens, on peut dire, effectivement, c'était flatteur dans les éléments qui sont là. Moi, ce que j'étais convaincu, c'est que la compagnie qui était rendue à une étape, on dit encore là, devait changer quelque chose, peu importe c'était quoi, autrement dit, pour voir une autre plage de croissance. Puis là, effectivement, tu dis, je deviens le dirigeant qui va prendre ces décisions-là. Puis là, tu fais ton chemin de croix, puis tu dis, j'espère qu'il va y avoir plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions, parce que transformation veut dire incertitude. Fait que ça, c'est quand si je peux me mettre un dernier lien à toi dans la question, fait que ça, je pense que c'était à ce moment-là, puis j'ai eu des discussions avec un des coachs, j'ai dit, tiens, là, tu vois qu'il y a des choses qui devraient être changées, là, soit que tu le fais chez D-Box, soit que tu t'en vas le faire ailleurs. Fait que là, quand c'est arrivé cette opportunité-là, c'était d'aller présenter ma vision. Et je pense que c'était ça qui était le bout intéressant de dire, je vais aller vivre de mes décisions. Je fais des bonnes décisions, puis ça va bien, tant mieux, puis ça va pas là, mais c'était vraiment plus ça. Je dis, let's try it. Ouais. Puis le board, comment il réagit? Est-ce que, bien entendu, de toute façon, dans une organisation publique, il va y avoir un processus de sélection avec le conseil d'administration. C'est sûr et certain que dans la succession, ils doivent mettre ça en place. J'imagine que ça doit même être dans les procédures qui sont mises en place sur les contrats de succession du président. Comment le processus se déroule? Est-ce que tu sens que plus que les rencontres avancent, plus qu'on achète ton discours? Est-ce que peut-être même tu penses qu'on ne te donnera pas le poste? Je pense que les discussions sont bien faites avec le conseil d'administration. Les premières discussions étaient comme, j'appellerais ça neutre. Finalement, tu mets ta candidature, eux autres, ils ont un processus. C'est un peu normal, il faut qu'ils regardent toutes les options. Ça part d'un processus qui est comme neutre, comme je dis. Donc, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste normal. C'est ça qui se passe, autrement dit, c'est la vie des affaires. Puis effectivement, on a peut-être 3-4 rencontres, mais puis après ça, les premières rencontres que tu pitches plus, on va dire, voilà, OK, tu viens 1h30 au conseil, tu nous pitches ton plan. Mettons. Fait que là, t'es comme. Fait que je dirais que les premières fois, j'ai pas les 3 rencontres, si je vais de mémoire, 3 rencontres. Fait que la première, là, tu pitches en disant, je le sais pas. Je veux dire, j'ai un plan, mais je le sais pas. Peut-être qu'ils veulent quelque chose de complètement différent. Là, après ça, tu sens qu'il y a 2-3 affaires qui ont mordu au moins, là, dès que. Puis ça se voit des atomes crochus. Puis après ça, le deuxième, là, ils te reviennent sur des sujets précis. Fait que là, tu sens qu'il y a un momentum, qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait. Fait que je pense que c'est parti ça de vraiment de neutre.
autrement dit, certains éléments que j'expliquais pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu dis une décision, on dit pourquoi que tu le fais. Là, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais c'est voici ma logique, voici pourquoi je le fais, voici mon feeling, puis voici pourquoi qu'on doit faire ça. Donc, ça a été comme un crescendo progressif, autrement dit, de passer de là dans une première, à une deuxième, à une troisième rencontre. Je pense qu'effectivement, qu'ils ont dit, bon, ben, on aime le plan. On aime le plan, on aime la continuer, mais on aime le changement. Ils voulaient vraiment, ça, je savais qu'ils voulaient du changement dans ce qu'on faisait. Tu sais, on a signé, même eux autres, quand ils nous ont signé, on a signé à la fin 2019, comme à décembre 2019, mais moi, je suis devenu le CEO d'une compagnie de cinéma, puis de parcs d'attractions, puis de, le mars 20, au début du COVID. Là. Fait que, quand j'ai commencé officiellement, là, je pense que les autres n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Moi, je pense que mon mandat va durer 4 mois, puis la compagnie va être vendue comme on pensait tout à ce moment-là. Puis, mais c'est ça, j'aurais été une courroie de transition de 4 mois vers une liquidation comme on était dans ce moment-là. Fait que la bonne chose, c'est qu'on a fait ces discussions-là. J'ai eu un petit peu de temps avant de parler avec l'équipe de direction avant qu'on rentre dans le crunch. Et là, il faut qu'on décortique ça ensemble. Tu deviens président, comme tu l'as mentionné, quelques jours avant l'arrivée de la COVID-19. On le répète pour les gens qui nous écoutent, D-Box, une de vos grosses lignes d'affaires, vos clients, la majeure partie de vos clients, ça va être des cinémas. Donc, littéralement, on parle de quelque chose qui vient littéralement, j'imagine, geler vos revenus, ou du moins au début, bref, à voir comment tout ça évolue par la suite. Donc, c'est ça qui se déroule. Mais d'un autre côté, si on analyse bien vos états financiers, vous n'avez jamais été profitable dans les 20 premières années d'existence avec D-Box. Là, tranquillement, après la COVID, qui, parallèlement, est reliée à ton arrivée, vous devenez profitable. Donc, explique-nous qu'est-ce qui se déroule. Parce que là, il me semble qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui font pas beaucoup de sens. On est supposé peut-être faire, bon, je force le trait ici, peut-être faire faillite au vu de votre catégorie. Tu deviens président, on change le plan, puis finalement, on fait pas faillite, on vend pas l'organisation. Et encore mieux, on devient profitable. Qu'est-ce que tu as mis en place ici? C'est tellement plus fun de compter ça aujourd'hui qu'à travers le passage. Mais je vais essayer, Antoine, de répondre en 4-5. C'est toutes des choses en parallèle, mais en 4-5 thèmes pour essayer de garder un petit peu de clarté idéalement. Dans le fond, qu'est-ce qui est là? Donc, effectivement, puis je reprends juste le point de départ, on était à 26 millions de chiffre d'affaires à peu près là, quand on est le 31 mars, on peut presque prendre ça là-dessus. Donc, la compagnie avait déjà fait des EBITDA positifs, on n'avait jamais été profitable. Et oui, sur papier, on perdait 90 de nos revenus. Nous autres, 90 des revenus, là, c'était des revenus qui venaient des cinémas ou autres attractions commerciales de divertissement. C'était, comme je dis, la pierre tombale, RIP, là, ça sonnait là-dedans. Si j'aurais à prendre 3-4 éléments, puis il y a toujours un petit peu, c'est je pense que il y avait deux décisions importantes d'affaires qui avaient commencé à être prises un petit peu avant, qui ont été pertinentes. Donc, encore là, je vais y aller en catégorie là, de réponse, Antoine. La première chose, c'est que mon évaluation était que D-Box était diffus dans plein de segments de marché. Donc, tu peux être à 26 millions de chiffre d'affaires, mais 2 millions à gauche, 2 millions à droite, donc plein de petits montants que tu additionnais. Ça, c'est un. Donc, il y avait, je pensais, une dispersion commerciale. Et deuxièmement, quand on dit où est-ce que tu es, excuse-moi, mauditement bon? Parce que, tu sais, à un moment donné, tout le monde va dire je vais vendre, je vais faire du marketing, je vais faire de l'installation, puis on est de l'international. Fait j'allais ramener, pour moi, il y avait 2 éléments très simples. On va revenir trois éléments. On va revenir se concentrer où est-ce qu'on est bon quand on dit la technologie haptique, un peu comme du Intel Inside. Là, nous autres, on va se concentrer à fournir, je vais appeler ça la technologie, à des gens qui vont l'intégrer dans un produit final, comme un peu, il y en a qui disent OEM ou qu'on dit Technology Inside. Donc, ça va être une composante dans une solution totale. Fait que ça, c'est un élément, je disais ça correspond à où est-ce qu'on est bon, ça correspond à notre expertise. On va se concentrer sur l'expertise, puis on va s'assurer que dans le futur, notre revenu va venir de moins de segments de marché. Donc, si tu concentres plus de revenus dans un segment de marché, tu vas augmenter ta profitabilité. Fait qu'in a nutshell, Antoine, c'est les décisions d'affaires on paper qui avaient été prises fin 2019, début 2020 avant ça. Fait que ce qui nous a permis de partir étape par étape. C'est comme du nettoyage. On nettoie ici, on se concentre là-dessus, on nettoie là. Fait que ça a été un élément. C'était un élément clé parce qu'effectivement, ça a permis de se concentrer sur l'expertise. Ça a passé. Quand on était à 26 millions, on avait à peu près 140 employés pour 26 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est 100 employés pour 40 millions de chiffre d'affaires. Wow. En se concentrant où est-ce qu'on est. Ça ne veut pas dire que la stratégie est parfaite. Ça permet effectivement d'avoir une structure plus efficace, de se concentrer où est-ce qu'on allait chercher de la valeur ajoutée, des marges brutes,
où est-ce que notre relation était payante et dans plein de petites activités. Fait que ça, c'était, je pense, stratégiquement le positionnement qui était le plus important qui était là. Deuxièmement, je dis un élément qui a aidé, j'étais un ancien, j'étais un financier ou un opérateur, comme tantôt on en a parlé de formation. C'est certain que quand tu es un opérateur, je dis des startups des fois qui ont été presque en faillite, d'aller de payroll en payroll. Honnêtement, je suis obligé de dire que dans le COVID, it was a walk in the park. Pas dans le sens qu'on savait tout ce qui allait arriver, mais tu étais plus en mode militaire, tu gères tes affaires opérationnelles, tu cadres des shots. Fait que ça, c'est de définitivement aider dans ce qu'on est ça. Fait que si je simplifie, je pense que A, B, puis il y a un autre élément quand même clé qui est arrivé aussi à travers cette transformation-là. On a fait une ronde de financement, donc de vendre la nouvelle vision. Donc, effectivement, en mars 2021, on a levé un 6-7 millions. Donc, je vais appeler ça sur les derniers fiumes des financements technologiques. Autrement dit, on a présenté la vision de la transformation, etc. Et dans le nutshell, si j'avais à résumer, là, c'est ce qui s'est passé. Donc, des décisions stratégiques, du focus, convertir le monde sur une nouvelle vision qui était quand même, comment dit, puis effectivement, je pense qu'avec des skill sets qu'on avait à l'interne, personnellement, mais chez D-Box, autrement dit, qu'on était une compagnie très résiliente. Tu sais, le bout d'Antoine, quand on fait le lien avec la profitabilité, c'est que le 40 millions de chiffre d'affaires présentement, là, il vient de 3 segments de marché. Il y en a 20 millions qui viennent du PR. J'arrondis les chiffres, 10 millions qui viennent de la formation professionnelle, 10 millions du racing, avec une technologie qui était le plus possible uniformisée pour que la technologie, peu importe les segments, on l'utilise. Fait que ça l'explique effectivement. Puis avec une taille critique, autrement dit, où est-ce que tu peux passer d'une compagnie qui était une belle compagnie, prendre le meilleur, faire du ménage et de la transformer en retournant à ses essences et de pouvoir avoir la profitabilité qui maintenant, effectivement, l'année passée, le premier profit à vie, on va dire, pour un ensemble d'une année après 25 ans. Et cette année, comme tu as dit, le dernier trimestre qu'on vient de sortir, 2 millions de profits nets juste dans un trimestre. Exceptionnel. Fait que c'est ça. Fait que, comme on dit, il y en a qui ont sourcillé aussi. On aime ça. On t'aurait dit il y a 4 ans, 2 semaines après le début de la COVID, Sébastien, fais-toi-en pas. Dans 4 ans, l'organisation va passer de 26 à 40 millions de chiffre d'affaires avec 2 millions de profits nets par trimestre. Est-ce que tu y aurais cru? Non, j'ai même dit au conseil d'administration, à un moment donné, même dans les mois après, quand on a fait, j'ai dit, si je vous avais tout demandé en mars 2020, quand j'ai pris CEO, puis on était dans le COVID, mettez combien de mois que la compagnie va être en opération. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait mis plus qu'un an. Fait que, donc, ça aussi, c'est plus amusant d'en parler aujourd'hui, autrement dit, mais ça montre qu'à travers des up et down, des compagnies, tantôt on parlait de livres, là, des organisations, puis des moments charnières. Puis effectivement, je dois dire quand même qu'on a tenu très bien notre épingle parce que quand je regarde dans le domaine du divertissement, Antoine, tu disais, les hypothèses sont qu'on aurait dû, et il y a beaucoup de compagnies à l'échelle mondiale dans le domaine du divertissement que je peux dire là, qu'on a là, qui sont en vente, qui sont en liquidation, qu'il y a des compagnies de 30, 40, 50 millions qui n'ont pas passé parce qu'il a fallu gérer ça. Fait que je pense que le focus, nous autres, sur l'essentiel, le fait que notre structure de coût, tout ça a permis de le faire, mais il y en a beaucoup qui, effectivement, ont pris les hypothèses qu'on a dit que normalement, il y avait du tomber. Et non, c'est fascinant. Puis félicitations pour tout ça. Ça démontre ta capacité de gestion parce que je pense que définitivement, le fait que tu aies opéré peut-être des organisations qui sont, on pourrait dire, peut-être un peu plus traditionnelles, soyons honnêtes, hein, dans le domaine technologique, des fois, on peut travailler sur des dynamiques de perte de perte d'argent et de ne pas faire de profit pendant plusieurs années parce qu'on sait que si on atteint une certaine masse critique de revenus, la marge brute à 80 à 85 % va nous donner une organisation pérenne, profitable. Donc, il y a plusieurs thèses qui démontrent que ce modèle-là peut très, très bien fonctionner. Mais dans des contextes comme la pandémie, où est-ce que tout le monde, du jour au lendemain, devient un petit peu, comme tu l'as dit, des militaires, des gestionnaires opérateurs qui doivent limiter un maximum les coûts, de ce que je comprends, c'est que tu étais arrivé et tu étais un petit peu un poisson dans l'eau, toi, là-dedans, de te dire, j'ai du ménage à faire, je sais comment le faire, je l'ai déjà fait dans d'autres organisations. Donc, bizarrement, c'était quasiment une tempête parfaite un peu pour toi parce que tu avais la légitimité de pouvoir devenir plus rigoureux dans ce que tu fais. Là. Effectivement, comme on dit toujours, moi, je veux que ce soit un entrepreneur ou un gestionnaire, on a tous des majeurs puis des mineurs. Donc, les majeurs qu'on avait, moi et d'autres gens dans le conseil de ce qu'on appelle notre comité exécutif à l'interne, autrement dit, ont fait qu'effectivement ont été des atouts. Au lieu que des compagnies auraient implosé dans ces défis-là, nous autres, les gens se sont mis tout le monde à la table, autrement dit, puis c'était un défi dans l'entrepreneuriat que le monde a sauté dessus, fait que ça a été
a été effectivement un très bon parcours. Fait qu'on va dire que ça nous a servi à ce moment-là. Et peut-être si on parle un petit peu du développement d'affaires, de vos 3 lignes d'affaires. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont vous connaître parce qu'on vous a vu, on a vu votre entreprise dans les cinémas, on a utilisé vos produits, mais il y a 2 autres lignes d'affaires qui ont l'air de générer quand même 50% des revenus totaux, les simulateurs de racing et également pour la formation en entreprise un peu. Parlez-nous un petit peu de comment vous les avez développés et à quelle vitesse ça a évolué dans les dernières années. Dans le fond, ce qui est intéressant aussi, c'est que même il y a ces 2 segments-là de marché existent depuis une dizaine d'années. À peu près une dizaine d'années, mais des fois, tu te rends compte, autrement dit, là, que c'est pas à cause que tu as une innovation à un certain moment que le marché est prêt à ce moment-là à le digérer et à le faire exploser. Donc, oui, on aime toujours que l'innovation, ça sort et on fait des milliards le lendemain matin. Fait que ces 2 segments-là, ça fait plus une dizaine d'années. Et les tendances qui sont faites ici, donc la bonne nouvelle, c'est que c'est presque la même technologie qui est en arrière, là, autant au niveau des composantes physiques que ce qui est logiciel. Et de façon simple, ce qui s'est passé, et c'est là que, quand on dit une technologie innovante, c'est intéressant, une technologie innovante dans un marché qui en a besoin, c'est encore mieux. Donc, ce qui se passe depuis les dernières années aussi, quand même, autrement dit, de ces bébés qui ont été faits dans le temps, qui ont été un peu laissés de côté. Mais dans le domaine de la course professionnelle, ce qui se passe, je vais faire des liens aussi simple que bon, avec Netflix, F1, Drive to Survive, il y a une popularité dans le domaine du racing. Ça, c'est un. Deuxièmement, les manufacturiers, donc ça soit comme autant les Aston Martin, les Mercedes, de se connecter aux consommateurs. Un peu comme il y a eu le film Gran Turismo, là, que quelqu'un de jeu de simulateur qui est devenu un pilote. Donc, le monde entre le vrai conducteur professionnel et la simulation de course, c'est très rapproché. Donc, il y a des tendances effectivement populaires. Il y a des tendances effectivement de pouvoir, autrement dit, connecter le brand à travers des expériences hautement immersives et qui effectivement font rayonner pour effectivement les amener sur des courses ou vendre des autos. Fait que ça, c'est des tendances de fond qui sont très fortes, qui expliquent pourquoi qu'on travaille avec la F1. On est le seul système exclusif sur la planète autorisé pour toutes les automobiles. Fait qu'on on est partout. Donc, on a des centres de sim racing avec F1 à Londres, à Birmingham, à Boston, à Washington, ils vont ouvrir à Philadelphie, ils vont ouvrir. Donc, on parle 60, 100, 120 simulateurs dans un endroit où est-ce que les gens passent une soirée. Et c'est le même simulateur de course que si tu étais Lance Stroll ou Hamilton qui professionnellement se pratiquent avant leur course. Donc, c'est le même système. C'est pas du Mario Kart. Vraiment. Donc, on amène la réalité et le virtuel. Donc, ça, c'est la tendance qui se passe là-dedans. Donc, marché en très forte croissance pour nous, autrement dit. Donc, on est très contents. L'autre bout aussi qui a un lien que je vais glisser vers la formation professionnelle, c'est les gens. Tu sais, on va parler que ce soit des hélicoptères, des avions, on pense à CA, des gros simulateurs, mais maintenant, on est capable de faire des formations hautement immersives dans, on va dire, 6 pieds par 4 pieds, donc des petits simulateurs. Donc là, les gens, autrement dit, que ce soit pour les formations d'aviation, autrement dit, mais on travaille avec Caterpillar, avec John Deere, donc on va juste prendre des grues, là, de pratiquer sur une grue, ça prend 2-3 ans. Puis si quelqu'un s'en va sur une grue, puis il prend moins sa charge, puis il va chavirer, ça va coûter des millions. Donc, encore là, ce qui se passe, autrement dit, que c'est prouvé que l'apport de l'haptique au niveau du corps humain améliore la formation, réduit les coûts de formation. Et effectivement, c'est ce qui est en train d'être mis de plus en plus dans les simulateurs, dans plein d'endroits de formation, automobile, aviation et les machineries industrielles, etc. Donc, c'est ce qui est dans les drones aussi, la formation de drones. Tout ça va là-dedans. On amène encore là le petit moteur intelligent pour améliorer l'aspect immersif et réduire les coûts de formation. Fait que ça aussi, c'est en belle croissance et ça va l'être encore pendant plusieurs années. Encore là, c'est le virtuel et le réel qui se rapprochent à travers la simulation. Et vous n'avez pas de compétiteurs là-dedans? Vous êtes vraiment les seuls à jouer dans cette catégorie-là? Donc, mais il y a toujours un marché, pas de compétition. C'est pas le fun parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. J'imagine, mais vous êtes à un niveau, vraiment un point que les autres sont quasiment pas considérés. Comme tu disais, la F1, vous êtes le seul qui a les badges, qui est capable d'avoir ces différents contrats, ces différentes technologies. Les autres ne sont pas capables de vous suivre au moment où on se parle? On a la compétition où est-ce que je dirais que le D-Box a encore un edge à l'échelle mondiale. Donc, on est un peu, je veux dire, le Apple de l'haptique, c'est-à-dire, autrement dit, qu'on est l'expérience la plus réelle, la plus précise et de la meilleure qualité. On n'est pas le produit le plus cheap, mais c'est ce qu'on fait. On est des petits simulateurs. Donc, c'est ce qu'on fait, autrement dit, qu'on est là, on est la référence. Puis une des raisons simplifiées que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de drones qui viennent, exemple, des activateurs, donc des pistons qui volent. D-Box a une approche holistique à l'haptique. Donc, pour nous autres, faire une expérience de qualité
ça prend de comprendre le corps humain parce que tu fais réagir le corps humain. Ça prend de comprendre les fréquences. Ça prend de comment coder un événement. Ça prend de comment savoir si c'est un film, comment le créateur, artistiquement, donc le storytelling, comment comprendre le storytelling. Ça comprend aussi de comprendre la mécanique. D-Box ont une approche holistique à avoir travaillé dans tous ces composantes-là et de les intégrer un peu comme un écosystème Apple est intégré. Et c'est pour ça qu'on a un avantage là, c'est qu'on a maîtrisé tous ces éléments-là. Et bien sûr, maintenant, on utilise l'intelligence artificielle avec nos bases de connaissances de 25 ans pour accélérer tout. C'est exceptionnel, ça. Et le développement d'affaires pour ces lignes d'affaires-là, est-ce que c'est dans une catégorie qu'on pourrait dire qu'il y a simplement 2 à 3 gros joueurs également dans les autres catégories à aller chercher? Parce que de ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, vous n'avez pas nécessairement beaucoup de clients, mais les clients que vous avez, ce sont des gros clients qui ont énormément de poids dans le marché. Donc, c'est quand même une stratégie de développement qui est totalement à l'opposé, j'imagine, de ce que tu faisais dans ton organisation auparavant, là. Oui, effectivement. Donc, dans le plan de match, c'est certain que plus on grandit de taille, plus ça prend des clients plus gros pour continuer à monter le chiffre d'affaires. Et oui, notre approche, Antoine, dans le cas là, c'est dans un monde idéal, si j'ai 10 000 clients de 10 000 ça fait un beau chiffre, mais ça a beaucoup de gestion, beaucoup de marketing, beaucoup de suivi. Donc, dans les éléments qu'on regarde là, on regarde les marchés. On regarde les marchés, effectivement, qui ont une taille critique. Donc, on essaie de travailler avec moins de partenaires. On veut toujours avoir moins de partenaires, les partenaires qui peuvent avoir un chiffre d'affaires élevé pour leur faire un meilleur support. Si je suis sans employé, autrement dit, puis je mets des équipes de travail, bien, si je travaille avec 5-6 partenaires importants par ligne de service, c'est là que je peux leur faire un meilleur service. Mais je dois m'assurer d'avoir des gens d'une taille critique. Fascinant. Bon, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend pour les 12-24 prochains mois? La suite, c'est dans le fond, je dois le dire, on va se tromper des fois là-dedans. L'optique va faire partie de toutes nos vies. Donc, c'est quelque chose à retenir, autrement dit. Donc, nous autres, on travaille dans des segments de marché qui sont plus près, mais on pourrait juste penser, on a un réel enfant qui voudrait pratiquer sa conduite à domicile. Sa cours de conduite, tu pourrais le faire à domicile. C'est prouvé que les fréquences, même quand on parlait de formation, aident la fréquence de la concentration du cerveau. Donc, l'optique va faire partie elle fait déjà partie à travers des ringtones et des vibrations utilitaires, mais d'un point de vue formation et divertissement. Fait que ça, c'est la tendance. Où est-ce qu'on s'enligne de façon très simple, si je peux garder ça, Antoine, c'est qu'avant, on vendait l'écosystème. Donc, quand des box, les gens laissaient des box, on achetait l'ensemble. On achetait nos activateurs, les pièces qui bougent, etc. Où est-ce qu'on travaille présentement? C'est qu'on est convaincu que les 25 ans d'expertise qu'on a à développer des histoires, donc les codes haptiques, l'aspect logiciel, mais au lieu de juste se limiter à le vendre avec les produits D-Box, on pourrait le vendre avec tous les gens qui ont des produits haptiques. Donc, si je donne des exemples, où est-ce que ça va? Il y en a qui ont des vestes haptiques. Il y a des senseurs maintenant dans les voitures pour faire du divertissement. Donc, on pourrait être dans un véhicule et livrer là-dedans. Les téléphones, autrement dit, on pourrait faire du gaming ou du son dans les téléphones, autrement dit. Donc, nous avons une expertise de production de code qui, maintenant, on veut aller dans une approche plus licence, aller montrer cette expertise-là pour des gens qui vont vendre des millions et des millions d'unités. Idéalement, pour que D-Box devienne la référence dans procurer des expériences haptiques dans toutes les périphériques qui peuvent exister dans notre vie. Moi, j'ai une question pour toi un petit peu sur le produit spécifiquement. Vous avez la technologie. Qu'en est-il? On utilise le terme un petit peu en anglais, un peu du hardware, mais je ne sais pas si le terme est bon ici parce que c'est un petit peu différent. Mais qu'en est-il ici? Est-ce que vous mixez les deux ou vous offrez davantage la technologie et c'est le hardware d'un autre joueur au final qui va être mis en place? Présentement, donc, c'est hardware et software. Donc, on a un actuateur, donc un système qui bouge et qui vibre. C'est notre système propriétaire. Donc, on vend l'ensemble de l'écosystème dans un tout. Mais effectivement, donc c'est comme ça qu'on fait nos ventes, donc que ce soit dans la théâtre, la formation professionnelle ou dans le racing. Effectivement, où est-ce qu'on s'en va dans le futur? C'est bien qu'on peut combiner un gros actuateur. Excuse-moi, ça ne rentrera pas dans un téléphone, ça ne rentrera pas dans une veste, ça ne rentrera pas dans un game controller. Donc là, effectivement, avec notre expertise, on est en train de découpler, donc séparer la composante hardware des software pour juste vendre le portail software et effectivement l'amener sur des coussins ou plein de périphériques qui présentent 300, 400, 500, mais qui vont se mettre en dizaines et en centaines de millions, et peut-être un jour en millions d'unités. Fait que c'est là qu'on s'en va mettre notre expertise de pointe, donc séparer les... Et ça, corrige-moi si je me trompe, mais ça peut être une ligne d'affaires excessivement profitable si vous développez davantage le volet logiciel que le volet hardware qui est très important, mais qui ne va pas aller aussi vite que si vous avez simplement à avoir une licence de logiciel. Là. Effectivement.
si tout ça s'en vient, comme on aimerait ça que ça arrive, Antoine, on risque de se reparler dans un autre podcast pour un autre taille de business. Mais oui, c'est une façon encore là de comment nous autres, avec notre expertise, on peut, scaler, faire de la croissance, profitabilité, mais en fonction de l'équipe qu'on a, en fonction de l'expertise qu'on a et pas trop s'éparpiller. C'est là qu'on est les plus performants et les leaders à travers le monde. Donc, on utilise notre edge, autrement dit, pour se débattre dans la bataille des gars. Et toujours avec la même technologie. C'est ça qui est exceptionnel. Toujours. Vous ne bâtissez pas un nouveau produit, c'est la même technologie qui va faire tout le travail ici. C'est ça. Donc, notre modèle, c'est limite, autrement dit, mais oui, effectivement, on reste où est-ce qu'on est, puis on grandit autour de la forteresse pour mais on reste où est-ce qu'on est pour avoir une approche le plus hautement profitable dans le futur. Il y a des auditeurs qui vont vouloir aller investir dans D-Box juste après le podcast. Donc, ça, j'en suis convaincu. Peut-être pour terminer, Sébastien, dis-nous peut-être des petites questions personnelles. Qu'est-ce qui t'a inspiré peut-être au niveau lecture d'affaires? Tu nous en as parlé un petit peu plus tôt. Je ne sais pas si tu aurais des suggestions. Également, peut-être que tu écoutes des podcasts business. Tu peux les partager avec nous? Oui, mais dans le fond, donc, côté livre, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Radical Candor. Donc, c'est un livre, pourquoi j'aime ce livre-là de Kim Scott. C'est un livre plus effectivement d'être capable de donner du feedback. Sinon, on est toujours dans le politically correct, mais d'être capable d'adresser les vraies situations. Puis, dans des organisations entrepreneuriales, il faut que tu sois capable d'adresser les vraies choses le plus rapidement possible. C'est du temps. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai un autre livre, c'est Exponential Organization 2.0 de Salim Ismail et de Peter Diamandis, qui invite toutes les organisations à découpler les composantes techniques à un moment donné, de voir comment on peut faire du x5 ou x10. C'est pas toujours approprié à toutes les organisations, mais je pense que tout le monde a besoin de regarder ça. Et tantôt, Antoine, on parlait d'autres livres, donc tous les livres d'entrepreneurs. Mais tu sais, des fois, il y a des livres, j'appellerais ça, c'est des biographies glorifiées pour dire que la personne est un héros. Ça, je pense que c'est moins pertinent, mais j'aime les biographies qui montrent les défis. Tantôt, on parlait de Shoe Dog, qui est sur Nike, on parlait de Netflix and the Culture Reinventation. Il y a des affaires, des histoires fascinantes, des échecs qu'ils ont eu, puis etc. Du créativité sur Pixar, de comment institutionnaliser la créativité quand ils ont acheté. Donc, c'est des livres donc là-dedans. Podcast, c'est assez classique. Donc, je suis moins podcast pour le moment, mais j'écoute beaucoup de TED Talk parce que j'aime d'aller dans c'est relié à la business, mais c'est pas relié à de la business. Donc, de passer de plein de façons de penser différentes. Fait que je reste là-dessus pour mes podcasts. Fantastique. Et bon, pour en apprendre un petit peu plus sur D-Box, meilleur endroit pour vous rejoindre, meilleur endroit pour en savoir un peu plus? Donc, effectivement, sur notre site web, donc www.d-box.com. Donc, effectivement, vu qu'on est une entreprise publique, on met nos webinaires qui sont là, les résultats financiers, bien sûr, toutes les annonces. Donc, c'est la meilleure façon. Les médias sociaux aussi, on est très actifs aussi parce qu'on a des clientèles très virales, donc les films, tout ça. Et ceux qui ne sont pas allés aussi, la meilleure façon de le faire, ceux qui ne sont pas allés au cinéma, il y a 2 films qui viennent de sortir, Wicked et Gladiator 2, que je suis allé voir hier. Donc, si vous voulez savoir, il y a ceux qui vont dire, c'est comme des manèges dans des parcs d'attractions, c'est tout sauf ça. Donc, je vous invite à aller voir ces 2 films-là. Il va y en avoir d'autres d'ici Noël. On code tous les grands films à travers la planète qui sont populaires. Donc, c'est la meilleure façon de tester un premier fois D-Box près de chez vous. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Sébastien, entretien fantastique, une histoire totalement fascinante. La tienne, également celle de D-Box. Je te remercie énormément d'avoir été autant généreux de ton temps aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.